Bienvenue dans En pleine tasse, épisode 7. Gérer ses émotions. Je sais que cet épisode est très attendu. J'ai eu déjà beaucoup de questions. Et donc, on va commencer tout de suite. Merci à toutes et tous d'être là dans En pleine tasse. Je vous parle de là où ça se passe et c'est souvent en pleine tête. Alors, les émotions. Qu'est-ce qu'on connaît des émotions? À quoi ça sert? Pourquoi on n'arrive pas à s'en dépatouiller? Pourquoi ça prend autant d'importance dans notre vie, dans tout ce que l'on veut faire? On va essayer de comprendre tout ça. Le but, comme vous le savez, pas de mots compliqués. On va essayer de parler simplement et de choses assez efficaces. Il y a de la théorie, mais aussi, vous savez, je vous donne des exercices où je vous explique comment pratiquer vraiment. Et le but, c'est que vous puissiez vous servir de ces podcasts. Ouais, bien sûr, ça ne remplace pas un accompagnement, mais déjà, on peut faire beaucoup de choses seul, juste avec une bonne éducation dans chaque domaine. Il y a plein de choses qui devraient être apprises à l'école. De plus en plus, ça se fait, mais on n'est pas encore là. Alors, les émotions. Déjà, la première chose, on peut s'intéresser à la racine du mot émotion. Donc, ça vient du latin movere, qui veut dire mouvement. Donc, les émotions, c'est pour passer à l'action, pour bouger. Donc, rentrer en mouvement. C'est là pour nous faire bouger. Donc, émotion, mouvement, c'est les mêmes racines. Motivation aussi. Et donc, à quoi servent les émotions? Je pense que c'est la chose la plus importante. Quels sont leurs rôles? Et donc, le rôle des émotions, pourquoi le cerveau nous envoie ces émotions? C'est parce qu'il attend une réaction. Les émotions sont là pour nous faire passer à l'action, pour que l'on puisse bouger. Donc, fuir, combattre ou autre. Mais le cerveau attend quelque chose. Vous savez que le cerveau a un seul objectif, c'est nous maintenir en vie. OK? Et pour nous maintenir en vie, eh ben, il a comme des algorithmes, en fait, des choses automatiques qui se font. Je vois ça, je dois agir comme ça. Il se passe ceci, je fais cela. Et donc, on croit qu'on maîtrise tout, mais non, pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent inconsciemment. Et donc, le cerveau envoie plein de messages. Donc, les émotions, ce sont des messages envoyés par notre cerveau. Donc, le rôle des émotions, c'est qu'on puisse se mettre en mouvement pour répondre à une situation et elle nous envoie un message. J'ai pris quelques notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Mais déjà, il faut comprendre ça. Donc, les émotions, c'est pour qu'on rentre en action. Il faut aussi savoir qu'une émotion, elle ne va pas vous lâcher. Pour bien le comprendre, on va imaginer un enfant. Un enfant qui vous appelle. Voilà. Un enfant au loin vous appelle, votre enfant, ou bref. Rémi, Rémi. Donc moi, si je ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va crier encore plus fort. Rémi, Rémi. Si je ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier encore plus fort et il va peut-être même se rapprocher de moi. Il va venir encore plus près, il va crier, crier, il va m'appeler. Si je ne le regarde pas, si je ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rapprocher de moi encore, il va me crier dans les oreilles. Et si je ne l'écoute pas encore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer mon t-shirt. Rémi, Rémi, écoute-moi, Rémi, Rémi. Et il ne me lâchera pas tant que je ne lui ai pas porté attention. Ça, c'est clair. Eh bien, c'est exactement pareil pour une émotion. Alors, je vais lui porter attention, peut-être en lui disant arrête, lâche-moi, dégage. Je ne parle pas comme ça aux enfants, mais bon, ça peut arriver. Mais je parle comme ça parfois à mes émotions. Lâche-moi, dégage. Donc là, je vais lui porter attention, il va peut-être dégager. Peut-être que l'émotion va se barrer, mais elle va revenir au galop ou alors elle va être encore plus forte. Donc, j'ai porté attention, mais pas correctement. J'ai pas réagi de la meilleure des manières. Alors que si je porte attention correctement à mon émotion, là, ça va être différent et je vais vous expliquer comment faire. Mais il y a deux choses. Moi, dans mes accompagnements, j'ai envie de dire, je ne perds pas de temps avec les émotions. Alors, ça peut être très critiqué, je le sais, mais c'est comme ça que je procède et c'est comme ça que j'ai des très bons résultats. Donc, je sais que mes athlètes, avec ça, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous montrer plusieurs manières, même ce que je ne fais pas, parce qu'en fait, il faut que ce soit adapté à chacun. Et donc là, dans la première partie, on va voir comment on va apprendre les émotions, les comprendre et puis les utiliser correctement. Et dans la deuxième partie, on va voir comment les éviter en fait. Voilà. Mais le but de les éviter, c'est qu'elles nous appellent pas du tout. Voilà. Ou alors quand elle commence à nous appeler de loin, et ben tout de suite,
on va se mettre en action, on va faire quelque chose qui va nous permettre de faire en sorte de ni s'en préoccuper, ni qu'elles viennent nous tirer le t-shirt et reviennent un peu plus tard. Mais déjà, la première partie, elle va être importante pour commencer. En fait, il faut faire un peu dans l'ordre. Et au départ, il faut les connaître pour pouvoir faire la deuxième méthode. Donc, l'émotion, elle arrive, on ne peut pas la contrôler. C'est le cerveau qui nous l'envoie. Donc, n'essayez pas de contrôler vos émotions. C'est pas une bonne chose. Bonjour à ceux qui sont ici. Alors, je lis les commentaires. Il y a déjà un commentaire. Ce n'est pas un événement particulier. Ce n'est pas un événement particulier qui est la cause de nos émotions et de notre humeur, mais seulement la représentation que l'on s'en fait et les pensées qui nous traversent l'esprit. Alors ouais, ça je vais y venir après parce qu'en fait, il y a une situation. Donc par exemple, dehors, il y a un accident, admettons. Donc les sens vont prendre l'information sur mon environnement. Il y a sûrement le bruit d'un accident, donc moi je vais tourner la tête. Donc le cerveau va traiter l'information prise par mes sens. Il va juger si si je dois m'en préoccuper ou pas, si je dois porter mon attention dessus. Et donc, comme il y a un bruit fort et qui peut être un danger, qui peut être quelque chose, le cerveau va m'orienter. Je vais regarder forcément dehors à la fenêtre ce qui s'est passé. Je vais porter donc mon attention dessus. Et de là, par rapport à mon vécu, donc mes croyances, par rapport à mes valeurs, par rapport à tout ça, je vais avoir une émotion. Donc soit de peur, parce que je me dis, oh là là, un accident, c'est très dangereux. Si c'est dans une petite route, il y a un accident, mais je vois qu'il n'y a pas trop de dégâts, parce que j'ai déjà vu des voitures accidentées, et je sais quand il y a du dégât ou pas, peut-être. Je vais me dire, il n'y a pas de danger, c'est juste un petit accrochage. Et dans ce cas, je vois les personnes qui sortent de la voiture, par exemple, je me dis, bon, finalement, c'est pas grand-chose. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui voit ça pour la première fois, peut paniquer. Un enfant, par exemple. Et donc, dans ce cas, je vais peut-être avoir peur. Donc, pour répondre aux commentaires, donc, ce n'est pas un événement particulier qui est la cause de nos émotions et de notre humeur, mais seulement la représentation que l'on s'en fait. Alors, si c'est un événement particulier, et après, oui, la représentation que l'on s'en fait, ça va dépendre donc de nos valeurs, de nos croyances, de nos besoins, etc. Ça, on va en parler un petit peu plus tard parce que c'est un peu plus complexe. Donc, on va commencer très simple. Les émotions sont envoyées par le cerveau pour qu'on puisse être en action, pour réagir à quelque chose. Et donc, après les émotions, viennent les réactions. Okay, comme le stress, d'ailleurs. Le stress, c'est une réaction à l'émotion de la peur ou de la colère, par exemple, pour nous mettre en mouvement. Le stress, c'est de l'énergie qui est envoyée à la suite d'une émotion. Parce que quand on a une émotion, il y a une réaction physiologique. Alors, comme je l'explique là, je le simplifie. Voilà, c'est la vérité, mais c'est simplifié. Parce que, en fait, c'est une boucle et qui, à chaque fois, comme l'accident, je vais voir l'accident, je vais peut-être avoir peur sur le coup. Mais du coup, il y a mes croyances en lien avec les accidents qui vont entrer en jeu. Et ensuite, je vais avoir une autre émotion, d'autres pensées. Et en fait, les pensées aussi, on ne peut pas toutes les contrôler. En fait, il y a plein de choses qui arrivent qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses que l'on peut contrôler, d'autres non. Et du coup, ça se travaille aussi. Parce qu'après, je peux travailler mon discours interne pour modifier ce que je vais penser. Moi, dans mes accompagnements, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais travailler sur les croyances pour que la prochaine fois qu'il y a un accident, je réagisse plus de la même manière. Et donc, c'est tout un processus qui est très bien huilé, qui va se mettre en place. Donc, l'émotion va créer une réaction. Et donc, souvent, le stress, par exemple, parce que le stress, c'est de l'énergie donc pour qu'on puisse passer à l'action et bouger. Ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, on sait que l'émotion, elle ne va pas nous lâcher. Okay, tant qu'on n'a pas porté attention à l'émotion, elle ne va pas nous lâcher, elle va revenir plus tard, plus fort, ou alors elle va rester toujours un peu là. On parlera aussi de l'humeur, parce que l'humeur, c'est encore autre chose. On va en parler, l'humeur. Parce que l'humeur, une émotion, ça ne dure pas longtemps. C'est quelques secondes. Et suivant l'attention qu'on porte à cette émotion, le temps qu'on va lui accorder, elle peut durer plus ou moins longtemps. Justement. Mais c'est pour ça qu'il y a des bases à connaître. C'est déjà les reconnaître. Quelle émotion je suis en train de vivre? Alors, ça, je me rends compte des adultes, et pas que les enfants. Même les enfants, souvent, sont meilleurs. Mais des adultes,
Vous allez me dire, ouais, peut-être qu'ils sont un peu débiles, mais c'est pas vrai du tout. C'est juste quelque chose que l'on ne connaît pas, une éducation. Après, ça dépend aussi des générations, mais quand je demande, donne-moi des émotions, donne-moi 10 émotions que tu connais. Et donc, bien sûr, il y a les principales que l'on peut connaître souvent, mais il y a des gens qui me donnent des qualités, des fois. Et ce ne sont pas des émotions, ce sont des qualités. Et donc, qui mélangent un petit peu tout. Le vocabulaire va être plus important. Il y a une étude qui a été faite, plusieurs même, qui explique que quand on arrive à s'exprimer sur ce que l'on ressent, sur les émotions que l'on va vivre, quand on arrive à nommer les émotions, eh ben, déjà, elles vont avoir moins d'impact sur nous. Imaginez que vous êtes complètement muet et que vous ne pouvez pas vous exprimer, vous pouvez vite angoisser et voilà, vous avez envie de parler à quelqu'un, il se passe quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le dire, à l'expliquer, et ben ça peut être super angoissant, quoi. On peut se sentir vraiment mal et après c'est très pesant. Et ben c'est pareil avec les émotions. Il faut, si on arrive à mettre des mots, si on arrive à pouvoir s'exprimer avec ses émotions, et ben forcément ça va être beaucoup plus facile et moins pesant. Donc ça, c'est une première chose. Euh, donc pour les reconnaître, je sais que souvent, ce que je donne au début à faire, c'est un tableau, tout simplement. Ou par exemple, donc ça, je vous donne des exercices pratiques régulièrement. Dans chaque épisode, je vous donne des exercices que vous pouvez ensuite faire en autonomie. Vous pouvez aussi parfois même me les envoyer. Il y en a qui le font, qui m'envoient ce qu'ils ont noté. Et comme ça, je peux donner mon avis dessus. Et donc, la première chose, ça va être peut-être faire un tableau et retracer la semaine précédente. Donc, par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et noter quelle a été l'émotion la plus intense de ma semaine. Donc là, ça va permettre de ressentir les émotions, de se rappeler qu'est-ce que j'ai pu vivre la semaine dernière. Parce qu'en plus, quand on a vécu une émotion intense, on s'en rappelle. C'est un peu aussi pour ça. C'est comme ça qu'on arrive à ancrer des choses. Les moments les plus intenses que vous ayez vécu dans votre vie, vous vous en rappelez parce qu'il y avait une forte émotion. Et c'est pour ça qu'après, en visualisation, on peut ajouter aussi les sens, etc. Et pour revivre une émotion, pour bien visualiser. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, le tableau, essayez de noter. Donc, lundi, je sais que j'étais l'émotion. Alors, j'ai ressenti de la joie plusieurs fois dans la journée. Mais l'émotion la plus intense que j'ai ressentie dans la journée, je ne l'ai pas ressentie longtemps, mais elle était très intense, c'était la colère, à tel ou tel moment. Et en fait, le but, c'est de noter quelle émotion vous avez ressentie la plus intense, plus intensément, pour quelle raison. Donc, qu'est-ce qui vous a mis en colère et comment vous avez réagi. Alors là, c'est encore plus compliqué. La réaction aux émotions, si vous arrivez à les nommer et les expliquer, vraiment, c'est déjà très, très bien. Là, je vois trop de manque de savoir à ce niveau-là. Donc, vraiment, entraînez-vous. Entraînez vos enfants pour les parents et les athlètes, les autres, même les parents d'ailleurs. Apprenez à savoir comment vous avez réagi. Parce que souvent, il y a beaucoup d'erreurs. Je ne vais pas en citer là, ça prendrait trop de temps. Je veux être assez bref, mais savoir comment on a réagi. Par exemple, quand je suis joyeux, j'ai souri, j'ai sauté, j'ai pris quelqu'un dans mes bras. En tout cas, j'étais en mouvement, j'ai beaucoup bougé. Voilà. C'est ça ma réaction à la joie. Qu'est-ce qui m'a rendu joyeux? J'ai eu une bonne note à l'école. Je sais pas, j'ai eu une bonne nouvelle. Ok, comme ça, en fait, petit à petit, j'apprends à me connaître. Je sais ce qui provoque cette émotion chez moi, et je sais ensuite comment je réagis. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a peur de la réaction que l'on va avoir suite à une émotion. Et donc, quelqu'un qui arrive en compétition ou dans un endroit qu'il ne connaît pas, déjà, il a peur parce que c'est inconnu. Mais ensuite, il va avoir peur d'avoir peur parce qu'il ne sait pas comment il peut réagir face à un événement ou s'il se passe telle ou telle chose. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître et savoir comment on réagit face à la peur, par exemple, globalement. Donc ça, c'est la première chose. Un tableau avec l'émotion que j'ai ressentie, donc ça peut être une partie de la semaine dernière, et ensuite le faire un peu tous les jours. Donc aujourd'hui, donc ce soir, je le noterai, ou demain matin, je le noterai dans mon tableau, quelle est l'émotion que je vais ressentir aujourd'hui. Comme ça, je suis attentif aux émotions que je vais ressentir. Du coup, j'arrive à les reconnaître un peu plus rapidement. J'arrive à mettre des noms dessus, à comprendre pourquoi elles sont là et comment je réagis grâce à ça. Et ça va beaucoup vous aider. Donc ça, c'est vraiment le truc basique qu'il faut faire pour s'entraîner. Et ensuite,
il y a toujours des émotions qui sont très très fortes. Alors on parle pas de mauvaises et de bonnes émotions parce qu'elles sont toutes utiles. Elles sont là pour nous faire passer un message. Elles sont là pour nous maintenir en vie à la base en fait. Ok. Donc on est programmé pour agir de telle ou telle manière et suite à notre vécu, suite à notre éducation, suite à plein de choses. Et, et donc les émotions, elles sont toujours utiles. Donc elles sont pas positives ou négatives, mais elles sont agréables ou désagréables. Donc il y a des émotions agréables et il y a des émotions qui sont vraiment désagréables, mais elles sont utiles. On ne les aurait pas, ben, on serait mort. Voilà, carrément. Ou pas loin en tout cas. Donc il faut toujours être attentif à ça. Donc voilà le premier exercice pour les émotions, c'est vraiment les reconnaître, etc. On va commencer doucement et on va aller dans le plus compliqué par la suite. On avance un petit peu. Je reprends une petite gorgée en pleine tasse. Le temps que vous puissiez assimiler un peu ce qu'on vient de voir. Il y en a peut-être qui connaissent déjà un peu tout ça. Et on a le droit de ne pas être d'accord aussi. Donc merci pour les commentaires. C'est Jonas. Merci pour le commentaire. Ensuite, le message des émotions. Alors déjà, comme je l'ai dit, il y a une réaction physiologique. Donc, pourquoi elles sont toutes utiles? Je viens de dire qu'elles étaient toutes utiles, même celles qui sont désagréables. C'est parce que, par exemple, donc les réactions physiologiques, c'est ce qui se passe dans le corps quand on vit une émotion. On ressent une émotion. Du coup, par exemple, la peur. Quand on a peur, le cœur va accélérer. Okay. Le sang afflue dans les jambes et ça permet de courir plus vite pour fuir. Donc, rien n'est laissé au hasard. Quand on a peur, le sang afflue dans les jambes pour pouvoir prendre la fuite, par exemple. Il y a aussi les peurs qui paralysent. On peut ne plus bouger du tout. Et ça, alors, pareil, il faut toujours s'intéresser à ce qui se passe avant. C'est que nous, les humains, comme vous le savez, on n'a pas de défense. Nous, notre mécanisme de défense, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, c'est l'anxiété notamment, parce qu'on n'a pas de défense, de grosses griffes, tout ça. Donc, l'anxiété va permettre de se projeter dans le futur plutôt négatif, parce qu'elle va anticiper les dangers. Et c'est ce qui va nous permettre de ne pas se jeter dans la gueule du loup et plutôt fuir si on entend un bruit, parce qu'on va se projeter et se dire, oh là là, ce bruit, il n'est pas normal, il ne devrait pas arriver ici, donc je préfère ne pas y aller. Donc l'anxiété va nous empêcher de se jeter dans la gueule du loup, et en plus la peur va nous permettre de pouvoir fuir plus vite. On court tous plus vite si on se fait poursuivre par un chien qui veut nous croquer les mollets que si on doit être chronométré. Ensuite, la colère aussi, en réaction physiologique, ce qui se passe dans le corps, c'est que le sang afflue dans les bras. Et là, la colère, c'est fait pour se défendre. La colère, c'est fait pour taper fort et se défendre. À la base, bien sûr, normalement, maintenant, on n'en a plus besoin. Parce que nous sommes câblés pour répondre à des exigences dans notre environnement, à des situations qui peuvent nous dégrader physiquement. Donc pour ça, on est câblé. Soit il faut prendre la fuite, soit on peut taper pour se défendre. Mais de nos jours, les plus gros problèmes, ce qui va créer nos émotions, ce sont plus des dangers pour notre intégrité physique, mais plutôt des dangers pour notre intégrité psychologique, pardon. Et pour ça, on n'est pas forcément bien câblé. Donc, on a des émotions qui peuvent ne pas être adaptées à notre milieu. C'est possible, on peut le voir comme ça. Donc, physiologiquement, il se passe quelque chose dans notre corps. Donc, c'est pas juste des pensées, c'est pas juste des choses, il se passe aussi quelque chose dans le corps. Okay, et donc, on peut s'en rendre compte, ça c'est palpable. On peut chronométrer, on voit bien que le pouls, on peut mettre des chiffres, on peut quantifier, on voit bien que le pouls est beaucoup plus rapide quand on a peur ou quand on est en colère ou quoi que ce soit. À l'inverse, quand on est triste, le cœur ralentit. Et on a tendance à se recroqueviller un petit peu. On va se renfermer. Quand on est joyeux, on va s'ouvrir. Donc, chaque émotion va nous mettre en mouvement. Et on l'a vu, c'est le but. Donc, on va passer à l'action. Pourquoi, quand on est joyeux, on va avoir envie de partager, etc. Parce que ça veut dire qu'on est en train de vivre quelque chose de bien qui nous comble un petit peu. Et du coup, ça, c'est super important pour la vie de groupe. Vous savez que c'est indispensable de vivre en groupe. Sinon, à l'époque, quand on vivait en tribu dehors et qu'il faisait froid, si on vivait tout seul, personne ne pouvait s'occuper du feu la nuit. Et du coup, si le feu s'éteignait, on pouvait mourir de froid. Ou bref, on ne pouvait pas aussi éloigner les prédateurs pendant qu'on dort tranquillement. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'être en groupe.
C'est pour ça qu'on a besoin des autres. C'est pour ça que quand on est isolé, eh ben, on va droit vers une plus mauvaise santé. Il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'être seul. » Et ça, alors oui, on a besoin d'être seul parfois, mais on ne peut pas vivre seul. C'est pas possible. On est forcément un petit peu mal. On peut s'habituer, mais on a quand même besoin de relations sociales. Et vous allez comprendre après, quand je vais vous expliquer un peu, on a un chapitre, c'est comment être heureux, parce qu'on peut utiliser les émotions pour ça. On va le voir un petit peu plus tard. Mais vous allez comprendre pourquoi certains disent qu'ils sont mieux seuls, etc. Ça rentre aussi avec la zone de confort. Notre zone de confort est complètement réduite. Notre zone de sécurité est vraiment toute petite. Et on est tout seul et tout. Ben, on se contente de ça parce que c'est une habitude. Mais sinon, ce n'est pas ce qui nous rend en meilleure santé. En tout cas. Donc, quand il y a une émotion, il y a une réaction physiologique et pour qu'on puisse agir physiquement. Donc, passer à l'action, bouger, le mouvement. Maintenant, on va essayer de s'intéresser. Alors là, j'ai pris des petites notes. J'ai essayé de traduire le message de chaque émotion. Donc, chaque émotion, alors les émotions principales, hein, évidemment. Donc, chaque émotion nous envoie un message. Et c'est important de comprendre ce message. C'est le même message pour tout le monde. Après, il faut le traduire par rapport à ce qu'on vient de vivre. Il faut le traduire par rapport à notre vécu, nos croyances, nos pensées, etc. Donc, quand on a peur, on peut imaginer que notre cerveau nous envoie ce message. Attention, cache-toi ou protège-toi, il y a peut-être un danger. L'anxiété a déjà dû t'alerter et te dire ce qu'il pourrait se passer si tu n'agis pas. Donc l'anxiété, logiquement, elle est déjà allée dans le futur, un petit peu se projeter pour voir dans cette situation qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à ce que je connais et par rapport à quelques indices. Et du coup, on reçoit ce message. Et donc là, il faut fuir ou alors il faut se préparer à ce danger potentiel. Attention, ça c'est le plus important à signaler, c'est que moins de 10% des peurs, donc quand vous avez peur, dans moins de 10% des cas, les peurs sont fondées sur des menaces concrètes. Ça veut dire que dans 90% des cas, vous avez peur pour rien. D'où pour un danger qui ne sera pas vraiment là. Donc vous n'avez pas peur pour rien parce que du coup, c'est en lien avec vos croyances. Je vais dans un endroit que je ne connais pas, donc j'ai peur. Ça, c'est logique, du coup. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on ne connaît pas. Mais il n'y a pas raison d'avoir peur, il n'y a pas de danger réel vraiment potentiel dans 90% des cas. Vos peurs ne sont pas fondées. Ensuite, posez vos questions si vous avez des questions là-dessus d'ailleurs. Ensuite, on a la colère. La colère, le message, ça serait « ça n'est pas juste, défends-toi ou dis stop ». Donc là, c'est pour signaler un peu qu'il y a une limite de franchie par rapport à nos valeurs. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de respectueux, admettons, et ben, je peux être en colère quand quelqu'un m'a manqué de respect. Déjà, avec le petit tableau, si vous le faites, le tableau de tout à l'heure, et ben, vous pourrez vous rendre compte que je suis en colère dans quelle situation et ben, quand on respecte pas mes valeurs parce que ou ma liberté. Dans mes valeurs, moi, je suis quelqu'un qui veut être libre. Et du coup, quand on ne respecte pas ma liberté, quand on m'oblige à faire quelque chose, eh ben, je peux être en colère. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas? Et on va voir après comment, du coup, se dépatouiller de tout ça, parce que ouais, la colère, c'est bien, ok. Je comprends qu'il faut dire stop, je dois me défendre de quelque chose. Eh ben, ok, c'est très bien, j'ai compris le message. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, on va le voir après. Ensuite, la joie. La joie, le message pourrait être c'est trop bien. Profite et continue ce qui te rend heureux. Et ça aussi, ça peut être un piège, en fait. Donc, il faut comprendre le message. Ce que je fais, eh ben, ça me rend joyeux. Et en fait, en gros, si je suis joyeux, c'est qu'on me conseille de continuer. La joie, c'est l'émotion la plus recherchée par le cerveau. Et d'ailleurs, j'ai une phrase, ça c'est ma phrase fétiche que j'ai inventée, parce que je l'adore, c'est comme ça que je vois un peu les choses. C'est « Nous sommes naturellement joyeux. Si un jour vous ne riez pas, trouvez-en la cause et jouez avec. » Ça c'est ma philosophie de vie. C'est ce qui me représente vraiment. Quand il y a un problème, on va essayer de comprendre ce que c'est que le problème et on va s'amuser avec. De toute façon, on n'a qu'une vie, donc on ne va pas s'emmerder pour des choses qui vont nous impacter. Ben, je préfère prendre le dessus
et jouer avec ça, et m'amuser avec ça. Évidemment que c'est pas toujours facile. Évidemment que c'est juste une belle phrase. Mais dans le fond, quand on pense un peu comme ça, on peut un peu rire de tout, s'amuser un peu de tout, et puis on va un petit peu mieux. Et donc, la joie, en fait, vous connaissez les hormones du bonheur un petit peu. Quand on a de la joie, c'est qu'on va produire donc de la dopamine, par exemple, de la sérotonine, etc. Et en fait, alors il y a un moyen mémotechnique de s'en rappeler, c'est la dose. On a besoin de notre dose. La dose, c'est le bien-être. La dose, c'est dopamine, le D, ocytocine, pour le O, sérotonine et endorphine. Quand on produit, alors c'est simplifié, hein, bien sûr, parce qu'il y en a d'autres, des neurotransmetteurs et des hormones, mais quand on produit de la dose, on a besoin de notre dose, c'est une vraie drogue. Et en fait, le cerveau va vers ça à chaque fois. Le cerveau, pour lui, donc la dopamine, par exemple, on peut le trouver dans le sucre, donc d'où le danger à notre époque, mais avant, c'était dans les fruits. Donc quand on produisait de la dose, eh ben, c'est qu'on mangeait des fruits. Ou alors, c'est qu'on courait, on chassait pour avoir à manger. Donc quand on va faire un footing, eh ben, quand on fait du sport, eh ben, on produit de la dopamine aussi. L'ocytocine, c'est le lien social. Donc quand quelqu'un nous fait un câlin, eh ben, par exemple, on va en produire aussi. Pas que ça, hein, mais en partie, etc., etc. En fait, à chaque fois que l'on fait quelque chose qui est bon pour nous, eh ben, on va produire ces neurotransmetteurs et ces hormones. Et, et donc, le cerveau, il va se dire, OK, j'ai de la dopamine, j'ai de l'ocytocine, de la sérotonine, j'ai été reconnu par quelqu'un, on m'a félicité, sérotonine, endorphine, etc. Et quand on a ça, eh ben, le cerveau, il sait qu'on va se sentir bien. Le problème, c'est que de nos jours, on peut produire tout ça, mais sans aller à la chasse, sans manger des fruits, etc. On peut produire de la dopamine simplement en scrollant son écran, d'où le danger. Donc, c'est là où il faut bien lire les messages et les comprendre, après réfléchir. Donc oui, je suis en train de faire quelque chose qui me rend joyeux, qui me plaît, mais que j'aime bien. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que le cerveau, il n'est pas en train de se faire avoir un petit peu? Nous, on est vraiment dans une période de transition, hein, entre les hommes, entre la préhistoire, en fait, et le monde moderne. On est dans une transition où la société a évolué très vite et nous très, très lentement. Et donc, on est dans une transition où on n'est pas adapté à notre milieu. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé, nous en tout cas, de se poser la question, alors qu'avant, il n'y avait pas lieu de se poser toutes ces questions. Je continue sur les messages. L'amour, donc quand on ressent cette émotion, donc le message peut être: rapproche-toi de cette personne, elle peut te combler. Donc l'émotion, alors l'amour, c'est vraiment l'émotion qui nous remplit de cette dose. Quand on est amoureux et quand quelqu'un nous aime, eh ben, on est comblé. C'est vraiment l'émotion ultime, parce qu'on a tous les hormones et les neurotransmetteurs qui sont à bloc. Et là, c'est la meilleure sensation que l'on puisse vivre, le bien-être. Ben, sans amour, c'est quasiment impossible. Donc, il faut aimer et être aimé, se sentir aimé. Et là, on est comblé. Mais d'où le danger, parce que du coup, on va avoir peur de ne plus être aimé ou peur que ça se passe mal dans son couple, par exemple, et du coup, de perdre cette dose. Et après, on serait comme un drogué. C'est pour ça que, je sais pas, après un chagrin d'amour, on est au plus mal, parce que comme un drogué qui est en manque de cette dose. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se libérer de quelqu'un, parfois, parce qu'on a connu l'amour et le cerveau nous dit non, mais c'est cette personne qu'il te faut. Quand tu étais avec cette personne, tu étais vraiment comblé. Et nous, c'est ça. Ça veut dire qu'on est en vie. Ça veut dire qu'on va bien quand on a ça. Donc, retourne vers cette personne. Même si cette personne a été horrible avec nous, ou même si on ne l'aime plus, ou même quoi que ce soit, le cerveau, instinctivement, il va vers ce qu'il faut. Et sinon, on va compenser. Donc, on peut compenser en faisant du sport, mais ça demande beaucoup d'efforts. Et on sait que le cerveau, il garde de l'énergie sous le coude au cas où il arrive quelque chose, d'où la zone de sécurité. Et ça peut aussi compenser par l'alcool, parce qu'on libère de la dopamine quand on boit de l'alcool. Donc, il y en a qui peuvent devenir alcooliques ou beaucoup boire après un chagrin d'amour, par exemple, etc., etc. Donc, en fait, on peut compenser n'importe quelle émotion par autre chose, mais ce n'est pas forcément les bonnes choses. Donc, toujours s'interroger, est-ce que c'est bon pour moi? Ou où est-ce que je peux le faire? Alors, voilà, prendre une petite cuite de temps en temps, ça n'a jamais tué personne, mais comme la tristesse, il ne faut pas que ça dure des mois et des mois.
Là, ça peut devenir très dangereux. Au-delà de 2-3 jours même, il faut faire attention. Donc, on passe à la tristesse maintenant, du coup. Quel est le message de la tristesse? Le message pourrait être: tu as perdu quelque chose d'important, c'est fini. Laisse couler tes larmes, ça t'aidera à aller mieux et tu pourras de nouveau être prêt. En fait, quand on commence à ressentir de la tristesse, alors là, il y a un gros truc à dire là-dessus. Je déteste, désolé d'avance pour tous ceux que je vise, la plupart des gens, mais je préfère être franc et le dire, même si ça déplaît, vous vous en rappellerez. Je déteste ceux qui empêchent les autres de pleurer. Ne pleure pas. Ah, c'est horrible, c'est horrible. J'ai envie de dire que quand on empêche quelqu'un de pleurer, ben on lui crée un blocage ou un traumatisme. Voilà. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi, quand je vais en compétition de gym, j'en vois énormément qui ont des blocages, parce qu'on les a souvent interdits de pleurer. Pourquoi quand je vais voir du tennis, c'est pareil. Pourquoi quand je vais voir tous les sports et tous les enfants, on les empêche de pleurer. À l'école, il ne faut pas pleurer, parce que ça peut être vu comme, alors, surtout chez les hommes, malheureusement, ça peut être vu comme un aveu de faiblesse. Donc, ouais, les hommes, c'est pas facile d'être un homme parce qu'on n'a pas le droit de montrer de faiblesse et du coup, on crée plein de traumatismes. Ça peut être, ouais, ça peut être vu comme quelqu'un de faible, donc on se cache pour pleurer souvent. On n'assume pas. J'en ai souvent, hein, moi, en rendez-vous au début, et ben on se retient de pleurer. Ah non, mais ça m'énerve énormément. Là, pour le coup, moi, je rentre en colère. Et on va débriefer. Alors pourquoi je suis en colère là? Parce qu'on c'est pas qu'on manque de respect, c'est parce que on agit de la mauvaise des manières. Et moi, je veux pas ça. Moi, je suis là pour faire l'inverse, pour vous faire agir de la meilleure des manières. Donc, quand on a envie de pleurer, il faut pleurer. Ça nous permet de passer à autre chose. Une fois qu'on a pleuré, on est prêt pour un renouveau. Donc, si on ne pleure pas, on stagne dans cette merde, quoi, dans ce qui nous arrive. Donc, pleurer, 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 même s'il faut pleurer tous les jours. Il y a des périodes où il faut pleurer tout le temps. Et il faut se sortir de cette période. On ne va pas pleurer autant pour quelque chose. Si je casse un vase qui me tient à cœur, et ben ouais, je vais peut-être pleurer un peu parce que ça va me toucher énormément. Mais si je perds quelqu'un de proche, je vais peut-être pleurer plus longtemps, plus de jours. Ouais, faut l'accepter. Peut-être euh, ah oui, aussi, je voulais dire, quand on console quelqu'un, moi, je sais que quand je pleure, pour le coup, c'est pour ça que c'est important de se connaître. Comme ça, vous pourrez le dire aux autres. Si j'en vois trop qui consolent des gens. La peur, la tristesse, c'est un peu fait pour ça, pour attirer aussi, passer le message aussi aux autres pour dire je suis triste, là il y a un truc qui ne va pas, je viens de perdre quelque chose. Voilà, c'est fini pour moi dans cette situation. Et donc soit cette personne, je ne la reverrai plus jamais, c'est fini. Soit je ne serai jamais champion de France parce que j'ai perdu. Voilà. Et c'était ma dernière année. Voilà, c'est fini. Ou alors c'est fini pour cette année. Maintenant, ce sera que l'année prochaine, mais pour cette année, c'est fini. Voilà, en tout cas, c'est fini. Et si on ne pleure pas, alors soit si on ne ressent pas la tristesse et le besoin ou l'envie de pleurer, c'est que du coup, c'est pas très grave et du coup, il n'y a pas de souci. Hein. On n'a pas perdu quelque chose d'important. On a perdu juste le sport, c'est un jeu, donc ça dépend de la mentalité. Le sport, c'est juste un jeu. J'ai perdu, voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Ça arrive, je recommencerai, c'est pas très grave. Mais pour certaines personnes qui ont fait des choix forts pour un sport, qui s'entraînent des milliers d'heures depuis des années et des années, c'est possible et c'est un peu logique d'être triste et de pleurer quand on a fait beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose et qu'on ne peut pas l'avoir. Donc, voilà, pleurer, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Et en plus, dans les gouttes, il y a on sécrète des hormones apaisantes. Donc voilà, tout est bien fait, tout est bien fait. S'il se passe quelque chose, si votre corps vous envoie un message, si votre cerveau vous envoie un message, ce n'est jamais pour rien. Il faut juste lire le message et le comprendre. On dirait, nous, dans notre vie, qu'on reçoit juste les notifications de messages, ça vibre dans tous les côtés. On essaie d'ouvrir le message, mais on a perdu le code, quoi, et on panique et c'est fini, et on subit tout ça. Non, vivez tout à fond. Voilà. Et puis tant pis s'il y en a qui se moquent de vous parce que vous pleurez. Affirmez-vous. Pour avoir confiance en soi, etc., il faut le faire. Mais si on ne passe pas par là, c'est compliqué. Ensuite, le dégoût. Pareil, vous pouvez mettre des commentaires là-dessus parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord avec moi. Et il y en a peut-être qui ont des questions là-dessus. Le dégoût. Le message pourrait être: éloigne-toi vite, ça peut te faire du mal.
Donc le dégoût, à la base, c'est un peu pour éviter l'empoisonnement. Si je goûte quelque chose, donc pareil, au début de l'humanité, hein, je goûte quelque chose qui est pas bon et tout, c'est pour éviter d'être empoisonné. Du coup, je préfère, ça me dégoûte, du coup, je jette ça. Mais on peut aussi être dégoûté de quelqu'un. Ah, cette personne me dégoûte. Tu me dégoûtes. Eh ben, ça veut dire que cette personne, elle peut être nocive pour vous. Il ne faut pas la côtoyer. Donc, écoutez les messages de vos émotions, ils vous serviront. Décryptez-les. La surprise, c'est la dernière, une des plus importantes. Regarde bien, quelque chose de nouveau vient d'arriver. Donc, ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise. Mais en tout cas, c'est fait pour prévenir. Et souvent, on a les yeux bien ouverts. Et c'est pour bien regarder ce qui se passe et ce qui arrive. C'est de la nouveauté. À partir de maintenant, ce sera comme ça. Que tu le veuilles ou non. À partir de maintenant, eh ben, tu es peut-être surpris, mais tu es champion de France. Tu viens de gagner, mon pote. Ou à partir de maintenant, eh ben, tu as une petite sœur. Voilà, c'est comme ça. Elle est née. Donc, tu es peut-être surpris. C'est peut-être une bonne ou une mauvaise surprise pour toi. Mais ça se passera comme ça dorénavant. Bref, donc l'effet de surprise, c'est aussi l'effet qui coupe un peu l'énergie. Que ce soit une bonne ou une mauvaise surprise. Quand vous êtes à tête, vous le ressentez bien. Mais si ça ne se passe pas exactement comme vous le vouliez, parce que parfois ça se passe mieux. Je pense au foot, par exemple, si on marque un but assez tôt contre une équipe qui est très forte, et bon, on peut être surpris d'avoir marqué et ça peut nous couper les jambes. Donc, bien comprendre le message, ouais, t'as marqué, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est pas autrement. Et à partir de maintenant, tu mènes un 0, c'est comme ça. Et donc, il faut bien écouter ce message-là, ouais, l'accepter du coup. Hein. Donc, quand on écoute ce message, on dit, ok, ce sera comme ça à partir de maintenant. Go. Je vais rien y changer ou quoi, donc là, je repasse à quelque chose. C'est reparti. Donc, voilà pour les messages de traduction des émotions. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez réécouter pour bien comprendre ça et décortiquer à chaque fois. Donc, vous pouvez faire le tableau. Donc, quelle émotion je ressens aujourd'hui ou quelle émotion j'ai ressentie aujourd'hui, dans quelle situation, comment j'ai réagi et du coup décortiquer. Donc, le message que j'ai reçu, c'est celui-ci. Dans cette situation-là, alors pourquoi j'ai reçu ça? Voilà. Et comprendre pourquoi j'ai reçu ce message dans cette situation. Ensuite, là, on va parler de l'humeur, du coup, comme j'ai dans le message de Jonas, si je ne me trompe pas, dans la prononciation. Donc, Jonas dit dans le message, ce n'est pas un événement particulier qui est à la cause de nos émotions et de notre humeur, mais seulement la représentation que l'on s'en fait et les pensées qui nous traversent l'esprit. Alors, voilà, là, on peut être d'accord ou pas d'accord, hein, comme je vous le dis tout le temps. Quand on prend du recul, on se rend compte que sur la Terre, il fait jour et nuit en même temps, et il n'y a pas de vérité absolue, selon moi. Donc, le faux n'est jamais faux, et le vrai n'est jamais vrai absolument. Et donc, je suis d'accord et un peu pas d'accord, du coup, c'est pour ça. Mais donc, il y a toujours un événement qui va créer quelque chose, et ensuite, évidemment, oui, c'est filtré par tout ce qui est nos croyances, nos valeurs et tout, et ça va créer des pensées. Alors, les pensées vont créer les émotions et les émotions vont aussi créer d'autres pensées en fait. C'est pour ça que c'est un peu complexe parce que du coup quand l'émotion arrive, eh ben, on va penser en mode émotion et c'est pour ça que souvent on conseille de ne pas prendre de décision sous l'effet d'une émotion parce que quand on vit une émotion, la vérité, bah, en fait, ce qui s'en rapproche en tout cas, parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie vérité, mais elle est altérée. Donc on ne voit pas vraiment les choses de la même manière. On voit les choses sous un autre angle quand on vit une émotion. Et alors, c'est pour ça que c'est important de prendre du recul et rester un peu neutre en émotion. Et pour ça, on a la cohérence cardiaque qui est pas mal. Mais je vais faire un épisode, peut-être le prochain là-dessus, sur la respiration et dont la cohérence cardiaque, parce que en plus, c'est les vidéos où je fais des dizaines de milliers de vues sur YouTube. Ça intéresse énormément de monde, donc il faut en parler. Si on est neutre en émotion, donc ça veut dire que notre cœur ne bat pas vite ni lentement. Ça veut dire qu'on n'est pas excité ni relaxé. Donc, j'appelle ça le point zéro du coup. Si on est là, on est plus apte à prendre des décisions. Parce qu'on est plus en lien avec la vérité. On se rapproche de la vérité du monde qui nous entoure. Quand on vit une émotion, c'est plus complexe. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des périodes où on fait que de la merde. Parce qu'on prend plein de mauvaises décisions, on a l'impression qu'on s'enterre. C'est juste qu'on n'arrive pas à redescendre des émotions. Donc, il faut les reconnaître, écouter le message, le décrypter. On va décrypter un message d'ailleurs tout de suite pour voir comment il faut faire.
Mais pour revenir à l'humeur, en fait, il faut savoir que les émotions, elles ne durent pas longtemps, c'est que quelques secondes. Et au-delà de quelques secondes, elles deviennent un sentiment. Donc si je suis triste, je vais pleurer, etc. Mais si je suis triste pendant assez longtemps, eh ben, ça va devenir vraiment un sentiment de tristesse. Là, c'est encore plus fort, plus profond. Ensuite, si au-delà de 3-4 jours, ça continue et que je ressens encore cette tristesse, ça peut devenir un trait de caractère. Vraiment. Ouais, en ce moment, ben, elle est triste. Tu vois, c'est vraiment son caractère, c'est ça, quoi. Tu connais cette personne et ça devient même ensuite, encore et encore, ça devient une personnalité. On connaît tous quelqu'un qui est toujours triste. C'est devenu sa personnalité. On connaît tous quelqu'un, tu sais, l'autre là qui est toujours en colère, là, c'est devenu sa personnalité. Parce qu'elle n'est pas passée, elle n'a pas digéré encore, elle n'a pas écouté l'émotion peut-être d'une situation importante de sa vie. Et du coup, eh ben, c'est devenu sa personnalité parce que l'émotion est restée très longtemps. Donc, ça va dépendre aussi de la temporalité, du temps qu'on va accorder à l'émotion et l'importance qu'on va lui donner. C'est pour ça que c'est important d'écouter le message et de le comprendre et de le décortiquer. Parce que sinon, cette émotion, elle peut durer, devenir un sentiment, devenir un trait de caractère et ensuite une personnalité, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors si, justement, si on accorde beaucoup d'importance et de temps à la joie, eh ben peut-être qu'on va devenir quelqu'un d'heureux. Donc c'est un peu ça aussi le secret du bonheur, de la joie, le fait d'être heureux, c'est que cette émotion, quand on la vit, et d'ailleurs c'est le conseil que j'ai donné à un de mes athlètes ce matin, parce qu'il a fait une grosse perf ce week-end, une perf inespérée. Je mettrai le message même dans le canal de discussion Instagram. Vous verrez ce message incroyable, quelque chose d'inespéré même dans ses plus grands rêves. Et il a réussi. Et ben, cette joie, il faut la cultiver, cette fierté, il faut la garder le plus longtemps possible, la ressentir. Il se passe un mauvais truc aujourd'hui, hop, je vais repenser à ce que j'ai gagné ce week-end. Et du coup, ouais, je me sens bien en fait. C'est incroyable. Il faut qu'elle prenne le dessus, cette joie. Et comme ça, elle va devenir un sentiment, elle va devenir un trait de caractère, elle va peut-être devenir ma personnalité et je serai quelqu'un de joyeux, de bien. Et ce sera l'émotion la plus intense qui sera en moi et les autres seront moins impactantes du coup. Ce sera l'émotion dominante. Donc, quand vous vivez quelque chose de joyeux, profitez-en. Profitez-en. J'en vois tellement qui veulent passer à autre chose vite ou qui prennent pas le temps de savourer. On vit quelque chose de bien le dimanche. Ah ouais, mais demain, lundi, il y a ça, il y a les horaires. Oh, savoure, savoure. Savoure ce qui vient de t'arriver. Ça n'arrive pas à tout le monde. Savoure et on verra. Peut-être que ben, du coup, lundi, ce sera différent des autres lundis parce que tu seras joyeux, tu verras les choses différemment. Et là encore, on prend des décisions, voilà, des décisions encore différemment quand on est joyeux. Donc, il faut faire attention aussi, hein, parce que quand on prend des décisions avec la joie, on peut s'emballer. Et allez, je paye la tournée à tout le monde, c'est parti, patata, patata. Et après, le lendemain, on regrette parce qu'on voit les tickets de caisse, les tickets de CB. Donc, faites attention aussi. Les décisions sous émotion, eh ben, ça peut être un peu dangereux ou risqué. On peut regretter, même si c'est des émotions agréables. Par contre, le ressenti, le cerveau ne pourra plus s'en passer. Il fera tout pour pour que tu sois joyeux. Et bien sûr, tout doit être contrôlé et maîtrisé parce que si le cerveau, vous savez, devient accro à la dose, ce qu'il est déjà, et qu'on lui en donne de la dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, eh ben, forcément, il va en rechercher et du coup, on peut être amené à avoir des addictions le jour où on arrête sa carrière, par exemple. On peut être amené à avoir des addictions quand on n'arrive plus à nourrir ce besoin de dose. Ok, j'ai parlé des besoins déjà, mais on en reparlera dans d'autres épisodes. Alors maintenant, on va décortiquer justement. J'ai choisi la colère parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Donc cet épisode est long, mais il y a tellement de choses à dire encore. Je pourrais en dire tellement d'autres. C'est que par exemple, je suis en colère. Je vais poser la question, qu'est-ce que tu trouves d'injuste? Au pire, moi, je te pose la question, tu es très en colère en ce moment. Qu'est-ce que tu trouves d'injuste? Je vais prendre l'exemple que j'ai déjà vu plusieurs fois dans la gym ou dans le patinage. Mais c'est pareil pour la vie quotidienne ou au travail, vous verrez. Donc, qu'est-ce que tu trouves d'injuste? Eh ben, les juges m'ont mal noté. Voilà. Okay. Souvent, de toute façon, quand ça va pas, c'est de la faute des autres. Je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou faux. Mais quand ça va pas, c'est de la faute des autres. Mince, j'ai pas d'où j'en étais. Non, c'est bon.
Les juges m'ont mal noté aussi. Quelle valeur a été trahie? Donc, on se rappelle du message de la colère. La colère, c'est « ça n'est pas juste, défends-toi » ou « dis stop ». Et c'est souvent quand une limite a été franchie. Et là, ça ne va plus. Cet athlète est très en colère. Les juges l'ont mal noté. Quelle valeur a été trahie? Il va me répondre le respect, par exemple. En trichant, ils ont manqué de respect à moi et à mon sport. Ok? C'est injuste, c'est pas normal. Quelles sont les conséquences de ce que tu perçois comme un manque de respect? Du coup, j'ai perdu, en fait. Selon moi, je devais gagner. Ils m'ont mal noté et je termine deuxième alors que j'aurais pu gagner, c'était mon rêve. Imaginons que ça arrive au JO ou n'importe où. Donc, j'ai pas eu ce que je voulais à cause de ça, à cause de ce manque de respect. Est-ce que je peux agir directement sur cette injustice? Est-ce que je peux aller faire changer les notes? Alors, peut-être qu'il y a des recours, parfois, si c'est vraiment flagrant, peut-être, ça dépend des sports. Peut-être qu'il n'y en a aucun. Là, je vais prendre le pire cas, c'est que non. Non, je ne peux pas agir directement sur cette injustice. Donc là, la colère, elle est encore plus immense parce que je peux rien faire. Je peux rien faire. Sur quoi puis-je agir maintenant qui changerait la situation? Rien. La compétition est finie, j'ai terminé deuxième et on ne m'a pas respecté. Donc là, rappelez-vous, c'est fini. Et quelle est l'émotion qui dit quand c'est fini? C'est la tristesse. Là, tu peux te dire, ouais, c'est fini. C'est mort, c'est fini. Ton rêve, il n'est pas réalisé. Stop. Tu peux pleurer, ouais. Là, on va laisser place à la tristesse maintenant. Sauf que si on ne fait pas tout ce travail, et encore, parfois, il faut aller un peu plus loin. Là, j'abrège un petit peu. Si on ne fait pas tout ce travail, la colère, elle reste longtemps, elle devient sentiment, etc., personnalité. Et on devient quelqu'un de colérique ou quelqu'un qui est toujours en colère ou quelqu'un dont on se méfie, qui peut péter les plombs à n'importe quel moment. Donc, si ce chemin n'est pas fait, après la colère, on passe pas à la tristesse parce que c'est tout un cheminement. Une fois que je suis à la tristesse, ok, c'est fini, je le sais. Je vais pleurer, j'en peux plus, c'est horrible. Je pleure. Et enfin, quand j'ai pleuré, quand tout est vidé, je suis prêt à du renouveau, soit à repartir sur une nouvelle saison finalement, et on y va. Et regardez, à chaque fois que vous avez été triste, si vous l'avez bien fait, tout ça, ça repart après. Hein. Après un chagrin d'amour, on peut retrouver l'amour. Hein. Voilà, c'est le meilleur exemple, ça. C'est le plus dur. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un chagrin d'amour. Pour ceux qui l'ont vécu, vous le savez. Et c'est possible de passer à autre chose. Et ça peut mettre 1 an des fois. Ça peut mettre même plus suivant si on arrive à passer ce cap-là, si on écoute les messages, si on arrive à les traduire et que du coup, on arrive à faire ce deuil en quelque sorte. Et si vous connaissez la courbe du deuil, c'est exactement ça. On passe par plusieurs étapes. Et au départ, c'est le déni. Quand je dis que le juge m'a mal noté, je ne veux pas accepter cette note. Non, non, c'est pas possible, c'est le déni. Ensuite la colère, ensuite la tristesse, etc. Parce que je vais l'accepter, l'acceptation. Donc il y a tout un processus à chaque fois. Et il ne faut pas négliger ça. Et c'est important de le savoir. Ensuite, je suis triste. Donc, le message de la tristesse, donc c'est fini. Tu as perdu quelque chose d'important. Voilà, c'est une compète. C'est fini. Laisse couler tes larmes, ça t'aidera à aller mieux. Et tu pourras de nouveau être prêt. Et donc, du coup, on va laisser la tristesse. On peut se poser après des questions. Qu'est-ce qui me rend triste finalement? Qu'est-ce qui est vraiment fini? Qu'est-ce que j'aurais pu avoir en gagnant et que je n'ai pas eu? C'est ça qui est fini finalement. C'est peut-être la reconnaissance de mes pairs, c'est peut-être la fierté de mes parents, c'est peut-être. Voilà. Et finalement, si, comme j'ai pas été premier, mon coach ne sera pas fier de moi, et là, on va se poser la question, est-ce que cette croyance, du coup, elle est fondée? Est-ce que ton coach n'est pas fier de toi finalement parce que tu as fait une putain de compète? C'était génial. Tu as terminé deuxième. Peut-être que les juges t'ont mal jugé. Peut-être que l'autre qui était premier était encore meilleur. Mais toi, tu as été exceptionnel par rapport à ce que tu sais faire d'habitude. Là, tu étais au maximum. Donc, je suis trop fier de toi et de ton travail. C'est magnifique. Et ça va être encore mieux l'année prochaine. Et après, on a, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ces termes, mais on a les losers et les winners. Et les losers, on a tous été un peu losers à un moment donné, ils vont parler des autres. C'est à cause de machin. Ils vont rester là-dessus, ils ne vont pas avancer. Et il y a les winners qui vont se dire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire
pour me servir de cette situation ou comment cette situation peut me servir, qu'est-ce que je vais faire concrètement à partir de maintenant. Voilà. Donc soit on se concentre sur soi et sur les choses sur lesquelles on peut agir, et là on va dans les winners, et soit on reste un loser et on se plaint. Allez, plaignez-vous, c'est de la faute des autres, et voilà, et voilà, et voilà. C'est de la faute de la pluie, même des fois, ça glisse. C'est pas de ma faute, c'est la pluie. Bon, et ben comme vous voulez. Donc voilà où peuvent nous emmener nos émotions. On approche de la fin, même si j'ai encore envie de vous garder et de vous raconter encore plein de trucs. On est déjà à 50 minutes. N'hésitez pas à réagir par commentaire. Il y en a qui m'envoient plein de commentaires par la suite. Et donc, je réponds quand je peux. Et sinon, je réponds ici s'il faut. Donc, des fois, je parle là dans tout ce que j'ai dit. C'est des questions qu'on m'a posées, des choses que j'ai déjà vécues. Voilà pour les émotions. Alors, je pense qu'il y aura d'autres épisodes sur les émotions parce qu'on ne peut pas tout dire en 50 minutes. Ça serait facile. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les émotions sont là pour nous faire passer à l'action. Et donc, il faut agir. Mais comprendre le message pour comprendre comment il faut agir. Et les émotions, elles ne sont pas mauvaises ou négatives. Elles peuvent être désagréables, mais elles servent à quelque chose. En tout cas, elles servaient beaucoup avant, et c'est comme ça qu'on est fait, et on ne peut pas le changer pour l'instant. On ne peut que évoluer et apprendre à les gérer. Je vous parlais maintenant d'une deuxième solution. On arrive tard, mais une deuxième solution, et c'est comme ça que je vais travailler moi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un accident, eh ben, le traitement du cerveau, de l'information de mes sens, etc., va décider si je dois porter mon attention sur l'accident ou pas. Et en fait, quand vous vous êtes entraîné, alors il faut déjà connaître tout ça sur les émotions, pour les maîtriser, pour connaître ce qui se passe. Et vous pourrez ensuite, quand vous ressentez une émotion arriver, savoir sur quoi vous avez porté votre attention pour ressentir cette émotion. Parce qu'en gros, je porte mon attention sur mes notes, sur les juges, sur l'erreur des juges. Du coup, mes croyances vont me dire que si j'ai beaucoup travaillé et que j'ai pas été récompensé alors que je le méritais, eh ben, c'est un manque de respect. Et du coup, eh ben, je vais penser que les juges sont irrespectueux et malhonnêtes. Du coup, je vais avoir une émotion de colère qui va vouloir me mettre en mouvement pour que je dise stop. Donc, soit stop, je laisse tomber j'abandonne, j'arrête mon sport, c'est de la merde. De toute façon, c'est un milieu que j'aime pas et j'arrête. Soit, voilà, après, je vais vers la tristesse, etc., le cheminement qu'on a vu. Mais tout part de là où on va porter notre attention. Et bien, tout simplement, si je porte mon attention sur autre chose, si je porte mon attention sur la performance que je viens de faire, mais c'est magique ce que j'ai fait, c'est génial. Je peux trop être fier de moi. Et bien là, je vais porter mon attention, je vais regarder la vidéo de ce que j'ai fait, je vais revoir mes gestes, c'est magnifique. Je vais porter mon attention sur quelque chose que j'ai réussi, sur quelque chose qui va m'apporter une émotion agréable. Des pensées positives. Les pensées peuvent être positives. Ou des pensées qui soient stratégiques aussi. Bref, si je porte mon attention sur autre chose, théoriquement, c'est aussi simple que ça, du coup. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. C'est que si je porte mon attention sur autre chose, je vais vivre une autre émotion. Donc voilà aussi comment gérer les émotions. Il y a plusieurs choses à faire. Je pense qu'il faut adapter au contexte. Je pense que dans un sport, il vaut mieux porter son attention sur autre chose parce que ça va à 1000 à l'heure. Mais je pense qu'en dehors, on peut faire ce qu'on a vu au début et bien nourrir ça. Après, je pense que après la compétition, par exemple, ou après l'événement, on va pouvoir débriefer et dire que ouais, j'avais quand même une petite émotion de colère dans le fond parce que j'ai pas trouvé ça normal, etc. Et là, il faut pas laisser gangréner tout ça. Hein. Il faut en parler. Et donc voilà un peu sur les émotions. J'attends vos réactions. Merci d'être fidèles et je vous prends pas plus de temps. Bonne route, bonne écoute. Je sais pas ce que vous faites tout de suite, mais faites-le bien. Et on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, il y aura les épisodes inédits pour les parents, sur les parents et les athlètes, et les parents et les enfants. Donc, tout le monde peut écouter ça. Je vous rappelle aussi la sortie du livre Foot Boys, qui doit être lu par tous les éducateurs, tous les parents, etc. Donc, ça parle du monde du foot, mais c'est pareil dans les autres sports. Je connais, j'accompagne dans plein de sports différents. Et voilà, merci beaucoup et à bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao, ciao.